Ce n'est même pas le président de la République, c'est le président du comité central, une fois de plus, qui se targue d'être président de la République et président du comité central, toujours en violation flagrante de la Constitution, comme je l'avais dit sur notre plateau du 16 mars, que cette dame prétend ou ce monsieur prétend dire que ce sont des mensonges. Mais Christian Perrin, on parle de manipulation de la population, manipulation de l'opinion, mais c'est comme le voleur qui crie haro à un voleur. C'est lui qui vole et il crie haro pour prétendre qu'il y a un voleur qui est en train de poursuivre. Or, c'est lui le voleur qui est en train de courir, on le poursuit et lui, il va se mettre à crier haro, voleur, haro. Je crois que c'est ce que ce média fait quand on retourne la manipulation sur les opposants et quand on prétend que les opposants ne proposent rien pour résoudre les problèmes des Congolais, mais il n'appartient pas aux opposants de résoudre les problèmes des Congolais en lieu et place du gouvernement qui a tous les moyens de l'État, les budgets de l'État, les ressources de l'État qu'ils doivent utiliser pour résoudre les problèmes des populations, ce qui ne se fait pas. Des bandits avec des voleurs, avec des tricheurs, c'est ça le système PCT. Et vous voyez, Okemba, l'ancien maire qui était en prison, libéré, ça a Oui, été la ceux-là qui fête. disaient que la morgue était une source de revenus pour la mairie de Voilà, Brazzaville. exactement. Tout à l'heure, quand on parlait de la mortalité élevée, j'avais oublié de dire quelque chose là-dessus parce qu'il y en a tellement de points à débattre. Mais je dis, la morgue, c'est devenu, il y a une industrie de la mort qui est florissante au Congo et particulièrement dans les grandes villes. C'est une industrie florissante. Au Congo, l'industrie florissante, c'est la mort, l'industrie de la mort, c'est-à-dire la morgue, les hôpitaux, les, les cimetières et tout ce qui tourne autour de la mort, c'est ce qui est florissant dans ce pays. Après, il y a les brasseries qui empoisonnent la jeunesse pour l'abrutir. Parce que quand un jeune commence à boire 5, 10 bières, après, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce jeune? Donc, on enivre les jeunes et puis on laisse les gens mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Et voilà le Congo, le tableau du Congo. L'industrie florissante, c'est la mort, l'industrie de la mort. Oui, mais Jean-Pierre Agnango, lorsque vous parlez de l'industrie de la mort qui est florissante au Congo-Brazzaville, ça me rappelle l'entretien que je venais d'avoir il y a à peine 3, 4 jours avec un ami, un collègue, qui vit désormais à Londres, qui a perdu son oncle. Voici ce qu'il me dit. Son oncle a fait donc une crise d'AVC. Ils arrivent à l'hôpital, donc le CHU, parle bien du CHU de Brazzaville. Il faut de l'oxygène. Ben alors, ils n'en avaient pas. C'est ce qu'ils ils ont fait comprendre à la famille, ils n'avaient pas l'oxygène et qu'il fallait aller chercher ça ailleurs. Ils leur ont conseillé, je ne sais pas, CNCS ou un truc comme ça, une autre clinique pour aller acheter l'oxygène là-bas. Les parents courent, donc vous voyez un peu le temps qui est en train de courir parce que l'AVC, c'est un problème de timing. Il faut sauver la personne Et oui, dans les secondes qui viennent. Et donc, les parents courent aller chercher, voilà, ils ont pu trouver quand même l'oxygène, ils reviennent. Et voilà, les mêmes infirmiers, je ne sais pas, docteurs ou ceux qui étaient là, le personnel soignant, demandent à cette famille, ben, vous avez acheté l'oxygène, oui, mais nous n'avons pas des masques, c'est-à-dire le dispositif pour, voilà, faire assister la personne, donc assistance respiratoire. Il faut aller chercher encore le masque. Et les parents qui disent, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant pour qu'on ait pris le soin de prendre et l'oxygène et les masques? Donc il et faut les aller encore masques. chercher les masques, nous n'en avons pas. Mais le plus scandaleux, c'est qu'au moment où ça discute, un autre agent dit à la famille, bah écoutez, puisque le temps aussi passe, qu'est-ce qu'on fait? La personne est déjà voilà, en pleine crise.
Ils leur ont proposé quelque chose, mais franchement, je vais dire de criminel. Et ça se passe à l'hôpital, au CHU. Ils disent à la famille, si vous avez de l'argent, vous payez, on leur a fixé le montant, nous allons déconnecter un malade qui était aussi en pleine assistance respiratoire. Donc, ils vont aller prendre le masque chez un malade qui est en pleine assistance respiratoire pour qu'on vienne sauver leurs parents. Alors, Ouais. il y a eu un petit temps de silence, les parents ne comprenaient rien de ce qu'il fallait faire. Fallait-il accepter cette proposition? Fallait-il la refuser pour voir son parent mourir? Bonjour Jean-Pierre Anyangoy. Bonjour, Christian Perrin. De nouveau, un plaisir d'être ce matin avec vous sur votre plateau. Et je Merci. salue aussi vos auditeurs, nos internautes qui ont pris l'habitude de nous écouter. Merci beaucoup Jean-Pierre, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du peuple, le PAP. Un média pro, Sassou Nguesso vous accuse de manipuler l'opinion publique congolaise sur les visites de Denis Sassou Nguesso à Madingu, ensuite dans la Bwenza, que vous estimez être une campagne électorale ouverte pour la présidentielle de 2026, menée avec les moyens de l'État plutôt que des simples visites d'un chef d'État à l'intérieur du pays. Une de ces manifestations de manipulation, d'agitation, c'est cette campagne de promotion du patriarche. Le patriarche, c'est qui? On va y revenir. L'opposition parle de manipulation et de diversion. Dans ce qui s'apparenterait à une chronique intitulée Démasquant les mensonges de l'opposition congolaise sur Denis Sassou Nguesso, le média en ligne pro Denis Sassou Nguesso, nommé Action Denis Sassou Nguesso, s'est même érigé en donneur de leçons à l'opposition congolaise, interrogeant sur l'apport de celle-ci à l'amélioration des conditions des Congos. Mais où sont leurs propositions concrètes pour le Congo? Que font-ils pour améliorer le quotidien des citoyens? Rien. Leur stratégie repose uniquement sur la critique et le dénigrement, sans jamais apporter de solutions réelles. Vous manifestiez donc l'intérêt de répondre à ce média, que vous qualifiez d'ailleurs de média mercenaire, qui se réjouit de la misère, la souffrance des Congolais. Alors, on se poserait donc la question de savoir ce que c'est qu'un opposant au Congo-Brazzaville, mais surtout le fait que ce média et certains partisans, bien sûr, du régime de Denis Sassou Nguesso qui feignent de ne pas voir la réalité en face. Je parle ici de la réalité socio-économique et politique très préoccupante du Congo-Brazzaville. On parlerait d'ailleurs de Schadenfreude, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire des gens qui manifestent un plaisir malsain, qui prennent plaisir au malheur des Congolais. Dans un premier temps, vous avez une réaction donc à faire contre ce média qui vous accuse de manipuler l'opinion publique congolaise sur la visite de Denis Sassou Nguesso à l'intérieur du pays. Qu'en dites-vous? Merci, Christian Perrin. Je dirais d'entrée de jeu que quand j'ai écouté ce média qui se dénomme Action Denis Sassou Nguesso, ADNS, alors, ce qui a retenu d'abord mon attention, c'est que l'animatrice ou celle qui parle le fait dans l'anonymat.
On ne sait même pas qui parle. Là, je suis sur votre média, on me voit, on m'écoute et vous m'avez présenté. Mais dans ce média, qui s'intitule Action Denis Sassou Nguesso, c'est une dame apparemment. Peut-être que c'est la conseille particulière ou la représentante spéciale du président Denis Sassou Nguesso, la fameuse Françoise Joly, c'est peut-être elle. Sinon, c'est Non, mais je peut-être pense que, bon, un enfin, homme. vous avez peut-être vos raisons de penser que ce soit François Joly, mais j'ai l'impression que c'est une voix synthétique générée par l'intelligence artificielle. Bon, après, on va chercher à savoir. Euh, Oui, non, je disais ça simplement parce que ça a pris une voix de femme. Et je m'imagine comme il s'agit de quelqu'une ou de quelqu'un qui veut défendre les visites du président Sassou comme des visites de travail. Alors, je sais pourquoi tout de suite, je fais une petite imagination que ça pourrait être, mais je ne l'affirme pas. Vous avez probablement raison. Moi-même, j'ai pensé que ça doit être une voie de l'intelligence artificielle, mais ce qui veut dire que il n'y a pas quelqu'un capable de porter un démenti dans un débat contradictoire que je souhaiterais même avoir avec les journalistes ou la personne qui a parlé sur ce média, qui veut vanter les réalisations du président Sassou Nguesso, qui effectue des visites de travail pour voir ses réalisations, pour résoudre les problèmes des Congolais. Mais ce serait fier, il devait être fier d'affronter même un opposant pour défendre ce bilan. Or, quand on fait quelque chose dans l'anonymat, c'est qu'on n'a pas d'argument, c'est qu'on n'assume pas la responsabilité de ce que l'on veut dire. Mais moi, j'assume la responsabilité de ce que je dis, que ces visites ne sont pas des visites pour résoudre les problèmes des Congolais, sont des visites déjà de campagne. Autrement, tenez, si Sassou lui va là-bas en tant que président de la République pour inaugurer une usine, une unité de production de manioc, ce qui est une bonne chose. Je ne peux pas dire que c'est mauvais qu'il y ait une telle unité de production. Bon, j'ai entendu que ça embauche à créer 200 emplois. C'est bien. Mais et quoi encore sur le dernier mandat, sans compter les précédents? Là, c'est 200 emplois. Il y en a d'autres dans quel domaine? Quelle autre unité va-t-il inaugurer? Et qu'est-ce que M. Pierre Moussa se retrouve également au même moment, dans le même département, je crois, dans la même délégation, c'est le secrétaire général du PCT et on l'a entendu comment il remerciait et félicitait les militants du PCT qui se sont mobilisés pour accueillir le président du comité central. Ce n'est même pas le président de la République, c'est le président du comité central, une fois de plus, qui se targue d'être président de la République et président du comité central, toujours en violation flagrante de la Constitution, comme je l'avais dit sur notre plateau du 16 mars, que cette dame prétend ou ce monsieur prétend dire que ce sont des mensonges. Mais Christian Perrin, on parle de manipulation de la population, manipulation de l'opinion, mais c'est comme le voleur qui crie haro à un voleur. C'est lui qui vole et il crie haro pour prétendre qu'il y a un voleur qui est en train de poursuivre. Or, c'est lui le voleur qui est en train de courir, on le poursuit et lui, il va se mettre à crier haro, voleur, haro. Je crois que c'est ce que ce média fait. Quand on retourne la manipulation sur les opposants et quand on prétend que les opposants ne proposent rien pour résoudre les problèmes des Congolais, mais il n'appartient pas aux opposants de résoudre les problèmes des Congolais en lieu et place du gouvernement qui a tous les moyens de l'État, les budgets de l'État, les ressources de l'État
qu'ils doivent l'utiliser pour résoudre les problèmes des populations, ce qui ne se fait pas. Alors, qu'est-ce que l'opposition a pour résoudre Évidemment, les Jean-Pierre problèmes des populations? Agnangoy, avant de continuer, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait, évidemment, de cette vidéo du média en ligne Action, Denis Sassou Nguesso. Parlons donc de l'opposition congolaise et on revient sur le plateau. Suivez. Mais où sont leurs propositions concrètes pour le Congo? Que font-ils pour améliorer le quotidien des citoyens? Rien. Leur stratégie repose uniquement sur la critique et le dénigrement, sans jamais apporter de solutions réelles. Pendant ce temps, le président Denis Sassou Nguesso travaille. Voici quelques-unes de ses récentes actions. Construction de nouvelles infrastructures scolaires et sanitaires. Modernisation des routes et des ponts pour dynamiser l'économie. Renforcement des relations diplomatiques pour attirer des investissements. C'est cela que l'opposition craint, une gouvernance efficace qui se traduit par des résultats tangibles. Voilà, alors donc pour ce média, les opposants congolais ne font rien pour améliorer voilà, le quotidien des citoyens congolais. Tout à l'heure, vous avez amorcé d'ailleurs cet aspect de problème. Alors, c'est le cas de se poser la vraie question sur cette confusion que beaucoup de Congolais font d'ailleurs, beaucoup plus les partisans du régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso, qui reviennent souvent là-dessus. Que font les opposants? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour améliorer le quotidien des Congolais? Est-ce que c'est le rôle des opposants? Peut-être qu'il faut rappeler à ces derniers ce que c'est qu'un opposant dans un système politique. Mais Christian Perrin, c'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment le voleur qui crie à Rome. Il renverse la situation, il retourne la mission qui leur vient de résoudre les problèmes des populations. Ils pensent qu'ils doivent attendre les propositions de l'opposition pour les aider à résoudre les problèmes du pays. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quel est le rôle du gouvernement? Avec tous ces ministres en pléthore, avec leurs conseillers et les militants, les dirigeants du PCT, avec ces partis alliés, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui doivent résoudre les problèmes avec les moyens qui sont à leur disposition. L'opposition a pour rôle premier, c'est de s'opposer, c'est de leur montrer ce qu'ils font mal. On leur montre ce qu'ils font mal et c'est ce que nous ne cessons de faire. C'est à eux de nous démontrer que ce que nous disons qu'ils font mal est faux. Est-ce qu'il n'y a pas de détourneur de fonds? Le président lui-même en cite des exemples. Et nous citons des exemples quand nous disons qu'il y a des détournements de fonds. Nous citons les personnes et les montants. Le président lui-même cite des détournements de 6 milliards de bourses des étudiants. Mais depuis novembre qu'il l'a dit, nous sommes maintenant en avril. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour retrouver les voleurs et les sanctionner et tenter de récupérer ces 6 milliards? Et à côté Madame de 6 milliards, Lydia pardon, Mikoko, juste pour vous aider, il y a eu aussi le détournement donc, de 160 milliards au ministère de la Santé. Personne n'a été interpellé. Disparition de 14 000 milliards. Il a reconnu d'ailleurs sur le plateau d'Africa 24. Personne n'est interpellé. Autant des exemples qu'on pourrait ici rappeler, mais les Congolais le savent déjà. Je rebondis là-dessus. Jean-Pierre Agnangoy, après toute cette expérience, comment les Congolais perçoivent-ils les opposants? Parce que généralement, cette question revient souvent. Elle est récurrente. Comment le régime de Sassou Nguesso perçoit-il des opposants? Est-ce il les perçoit comme des adversaires ou des ennemis? mais Christian Perrin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un document qui a d'ailleurs beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, les conseils du général Dabira au président Sassou. Et ça date de 2000
après la transition ou au cours de la transition qui avait duré 5 ans après leur victoire militaire. Il y a aussi l'autre document qui est celui qu'on appelle couramment plan Moebara. Ben, c'était déjà établi. Ces conseils disent qu'il faut traquer les opposants. Il faut mettre un embargo sur les opposants, de sorte que les opposants ne puissent pas évoluer, faire leurs activités d'opposition, c'est-à-dire être en contact avec leurs militants, organiser l'éducation des militants, la formation des militants, dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Mais l'opposition est considérée par ce pouvoir comme une, c'est une Il y en a gangrène, terme carrément des gens à abattre physiquement, il faut les c'est un éliminer. ennemi à abattre. Leur place, c'est en prison, c'est la mort, c'est au cimetière. Voilà ce que le gouvernement là pense de l'opposition. Mais maintenant, pour essayer de justifier leur incapacité, leur incompétence à gérer, à gouverner et à répondre aux problèmes des populations, ils rejettent l'anathème sur l'opposition. Ce n'est pas le travail de l'opposition de résoudre les problèmes d'une population. C'est pour cela qu'existent toutes les institutions de la République. En premier lieu, le gouvernement, l'exécutif et les administrations. Qui dirige le gouvernement? Qui dirige les administrations? Qui dirige les entreprises dans ce pays? Ce sont les opposants. Et par quelle machine, par quel mécanisme devrait-il résoudre les problèmes des opposants? Qu'ils démissionnent et qu'ils mettent les opposants à la place, ils verront. En ce moment-là, nous démontrerons ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour résoudre les problèmes des populations. Mais par contre, quand ils disent qu'on ne fait pas de propositions, nous, quand on dénonce qu'il y a des vols, qu'il y a la mauvaise gouvernance, nous disons, tenez, réduisez le train de vie de l'État. Vos salaires sont monumentaux, en flagrant déséquilibre en comparaison avec les revenus de la classe moyenne, les revenus des agents de l'État, des revenus des travailleurs de toutes catégories. Les ministres, combien ils gagnent? Depuis le président de la République jusqu'aux ministres et aux députés, aux sénateurs, c'est toute cette classe dirigeante qui s'enrichit allègrement sur la misère du peuple. Et qu'est-ce que l'opposition doit faire? L'opposition a des salaires, l'opposition a des caisses du trésor, c'est l'opposition qui gère le trésor. Et quand ils investissent, parlons des hôpitaux, puisque l'orateur de cette chaîne prétend que le président des nuits descend pour se rapprocher des populations, pour résoudre leurs problèmes. Il parle des hôpitaux, mais sur 13 hôpitaux programmés pour un montant de 700 milliards, deux seulement sont réalisés. La moyenne serait 53 milliards par hôpital, mais on n'en a réalisé que deux et c'est sûr que les 700 millions n'existent plus. Et il dit maintenant on a fini deux et on va maintenant faire deux peut-être chaque année. Mais où sont partis les 700 milliards? Les 700 milliards sont partis sur les deux hôpitaux qui sont finis. Et de quelle qualité? Oui, mais pendant Faire que vous construire abordez des cet aspect, hôpitaux. pardon, Jean-Pierre Agnangoy, il reconnaît d'abord que finalement, certains hôpitaux en construction, il faut le dire, parce qu'un hôpital, c'est aussi, voilà, le matériel, le personnel et tout ce qui va. C'est pas seulement, voilà, les bâtiments. Et il reconnaît que la nature a repris ses droits, c'est-à-dire abandonné, ce sont là des éléphants blancs. Et vous l'avez même rappelé qu'il dit désormais, ils vont, voilà, finaliser deux par deux. Ça veut dire que il faut encore un budget supplémentaire. Donc, en dehors des 700 milliards qui étaient voilà, débloqués Bien pour sûr, ces 12 hôpitaux. bien sûr, Mais, c'est ce que ça veut dire. mais lorsqu'on aborde cet aspect des hôpitaux, ce qu'on n'a jamais dit aux Congolais, c'est
le scandale au niveau de la santé au Congo-Brazzaville, où on note désormais un taux de mortalité, mais vraiment effrayant, et tout le monde en parle. Le gouvernement ne s'est jamais prononcé là-dessus. Je vais prendre un exemple ramenant le temps 2020. Vous vous souvenez? Près de 570 corps ont été enterrés à Magitoukou, si j'ai bonne mémoire, et on présentait ces corps comme étant des corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville. 570 corps. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fosse commune telle que vous voulez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Après, on va se poser la question de savoir quelle est réellement la capacité de ces morgues de Brazzaville. Donc, je parle là de Makelekele, du CHU et puis de Talangaï. Ça ne peut pas faire 500. C'est trop. Donc, on se posera la question, où était-il en train de garder ces corps? 570 corps. Là, nous sommes en 2020. Une année après, 2021. C'est 600 corps qui ont été encore enterrés. Vous voyez que nous sommes à plus de 1150 corps par là en 2 ans. Ça dénote la faiblesse, encore le mot c'est moi qui l'utilise, c'est un euphémisme, la faiblesse du système de santé du Congo-Brazzaville. Et jusqu'aujourd'hui, aucune enquête indépendante n'a été menée pour savoir, évidemment, les conditions, les circonstances de ces morts. Donc, quand Denis Sassou Nguesso vient dire que ces travaux sont à 70% d'exécution, après 14 ans du lancement de ces travaux qui devraient durer 3 ans, ça, il ne le signifie pas. Tout l'argent décaissé, les 700 milliards dont vous avez fait état, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là. Il y a comme un génocide, j'utilise des termes qui sont peut-être beaucoup trop forts, mais il y a là un plan d'extermination qui ne dit pas son nom. Christian Perrin, vous dites si bien qu'il y a comme un génocide, les Congolais meurent en vrague. C'est comme si on était devenus des mouches ou des asticots qui n'avons plus le droit à la longévité. Parce que les hôpitaux, parlons-en encore des hôpitaux, la mortalité est liée justement à cette question de l'existence ou pas des hôpitaux. Et vous l'avez dit, construire des hôpitaux, ce n'est pas seulement ériger des murs, mais il faut bien les équiper. Il faut avoir un personnel qualifié pour prendre en charge toutes les pandémies ou toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes. Et Christian, si vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux, parce que ces réseaux sociaux nous font que le monde est devenu un village, on a vu comment le Bénin a construit un hôpital moderne. Et avant cela, même pas en 3 ans,
le président Talon avait pris la décision de dire on en a assez des évacuations sanitaires qui coûtent cher à l'État et qui ne profitent qu'à une élite, qu'aux élites. Et il avait pris la décision de construire un grand hôpital moderne qui traite toutes les pathologies au Bénin. Et juste, Ils ne vont plus pardon, faire des Jean-Pierre Agnangol, évacuations. juste un petit détail, parce que le gouvernement ne le dit jamais. Les évacuations sanitaires au Congo-Brazzaville coûtent plus de 100 milliards. Je répète, plus de 100 milliards de francs CFA par année. C'était juste cette petite information qu'il fallait donner aux Congolais. Et voilà. Et ça ne profite que aux caciques du pouvoir. Donc, au lieu d'équiper les hôpitaux qu'ils prétendent construire, parce que malgré les 2 hôpitaux construits, malgré l'hôpital d'Oyo et d'Itubongo, malgré le centre de là où on fait la dialyse qui est placé à Oyo, mais combien de Congolais vont se faire soigner à Oyo qui ont des problèmes de diabète? Et même eux-mêmes, les dirigeants. Ils vont tous en Europe. Et la mort s'ensuit parce que justement, Christian, il n'y a pas de structure équipée. S'il y a les quelques hôpitaux construits, mais ils ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas nantis de personnel qualifié avec le matériel qu'il faut. S'il y en a qui sont qualifiés, mais s'ils n'ont pas les moyens adéquats, ils ne peuvent pas faire des miracles, Christian. Donc c'est ça que nous on dit. Et cette dame ou ce monsieur prétend que ces solutions, ça doit venir de l'opposition ou des opposants. Ce sont les opposants qui détournent des fonds destinés à construire les hôpitaux. Et ce sont les opposants qui vont concevoir les programmes de construction des hôpitaux. Ils peuvent avoir de leurs projets de société, mais ce n'est pas ces projets de société qu'ils vont donner à ceux qui sont au pouvoir, qui sont venus là avec un projet de société ou plusieurs projets de société qui sont en définitive des slogans, la marche vers le développement, le chemin d'avenir et que sais-je encore, et les plans nationaux de développement. Est-ce qu'ils en parlent encore des plans nationaux, le dernier en cours? Est-ce que vous avez entendu qu'ils parlent encore de ce plan de développement? Les 12 batailles du Premier ministre, si vous les aviez, ce serait intéressant de les rappeler à notre opinion. Les 12 Non, batailles mais bon, je de pense Colonel que Makosso. les Congolais peuvent aller taper sur Google les 12 batailles d'Anatole Colinet Makosso pour qu'ils se rendent compte que ça a été mais vraiment un échec et on ne nous dira pas le contraire. Et moi, j'insiste un peu sur j'allais dire un peu l'attitude de ces médias mercenaires, il faut les appeler comme ça, mais y compris les partisans du PCT, le régime de Brazzaville, qui continuent finalement à se réjouir du malheur et la souffrance des Congolais. Je parlais tout à l'heure du Schadenfreude, les gens peuvent aller regarder. En fait, des gens qui manifestent un plaisir malsain à voir les autres souffrir, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau potable. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesson. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous. L'électricité n'est pas stable. La preuve, là, on fait d'ailleurs une émission avec vous sur téléphone. On était sur l'ordinateur, obligé de passer sur le téléphone parce que le courant vient d'être coupé tout à l'heure. Et dans ce même pays, voilà, il y a des fonctionnaires de l'État qui attendent jusqu'à 68 mois d'arriérés de salaire impayé. Je parle ici des agents de la mairie de Nkayi. Et dans tout le pays, dans la fonction publique, on voit bien comment les grèves sont en train de s'enchaîner. Les étudiants ne sont pas payés, pas de bourse, les retraités n'ont pas leur pension. Vous comprenez dans quelle situation on se retrouve. Mais avant de continuer, je vais proposer un élément de reportage sur l'état des routes. Nous sommes en plein cœur de Brazzaville.
C'est une façon de dire à ces médias et à ces partisans, surtout du PCT, qui viennent, voilà, comme qui dirait, nous rabâcher les oreilles avec voilà, les actions concrètes de Denis Sassou Nguesso. Suivant ce reportage et on revient sur le plateau. Châtelet bleu à Kintélé. La circulation ici a été mouvementée dans la matinée du 1er avril après la pluie. Des bancs de sable se sont formés sous cette partie, causant du tort aux conducteurs. À notre arrivée, au moins 4 véhicules se sont embourbés, livrant les clients à des scènes à la fois drôles et tristes. Et obligé de sortir de ses moyens roulants sans payer la course. Le véhicule dans lequel j'étais s'est embourbé, raison pour laquelle nous sommes descendus. Si le véhicule parvient à sortir de la boue, on va continuer la route. Au cas contraire, nous allons emprunter un autre moyen de déplacement. Ces jeunes sont ici depuis 4 heures pour faire le routier et le secours. Ils orientent les chauffeurs et aident les véhicules à sortir de la boue. Pour encourager leurs efforts, certaines personnes glissent quelques pièces de monnaie dans ce pot. Face à cette réalité qui contraint la plupart des véhicules à faire demi-tour, les chauffeurs plaident pour l'aménagement de cette voie. Cela fait exactement 3 mois que cette route est dans cet état, qu'ils viennent déboucher les caniveaux pour que la situation s'améliore. Gouvernement, maire Azali, Yakintele, mais regardez comment nous souffrons pour circuler. Nous sommes obligés de faire des demi-terrains et c'est la population qui en paye les frais. Nous attendons la solution à ces problèmes. Une fois cette partie de Châtelet bleu franchie, les chauffeurs doivent aussi affronter les eaux stagnantes à Émile Biaïda, où la voie a été bitumée sans construire les canalisations pour empêcher l'eau de s'ériger sur le macadam. Nous sommes à Kintélé, bien sûr, donc en plein cœur de Brazzaville. Comment les gens ont vécu et quel est l'état des routes au Congo-Brazzaville? Ce n'est qu'un échantillon. Partout, à Pointe-Noire, Kayi, Dolisie, Brazzaville, partout, sauf peut-être à Oyo, où les routes sont encore peut-être en bon état. Et curieusement, il y a des gens qui prennent plaisir à cela, qui se réjouissent de cet état dans lequel on a plongé le Congo-Brazzaville. En 2009, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, projetait l'émergence du Congo en 2025, c'est-à-dire un développement croissant sur tous les plans, susceptible de comparer le Congo au Brésil, à l'Inde ou à l'Afrique du Sud. Or, le réseau routier d'une ville ou d'un pays est l'un des facteurs déterminants d'un pays en route vers le développement. Donc une promesse de trop pour les Pontonnegrins au regard de cet état des lieux. Nous tous sommes premiers à nos enfants. Quand on promet, on fait les fils que même 2 ou 3 on réalise ça. Mais nous, on nous a promis des choses qu'on ne voit même pas. On a vu le Dubaï, c'était un désert. Mais là, ils ont fait les efforts, c'est devenu un pays vraiment sophistiqué. Bon, voyez vous-même l'état de la route. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu aussi certains pays. Mais pour nous, on voit que les échecs, les échecs, les échecs. En fait, on ne sait même plus quoi, à quel sens il faut avouer. On ne parle même plus, on fait que regarder. Ça soit émergent ou pas, regardez le fois vous-même. Il y a de l'eau partout. Ici, l'on se croirait à Mosaka ou l'Iranga, habitué dans les inondations, mais non, c'est le lac PCT qui s'est érigé sur la principale avenue de Pointe-Noire, appelée avenue de l'Indépendance, au niveau de la Kogelo dans le 3e arrondissement Tchétché. Une route devenue totalement impraticable depuis Patra, et certains pointent du doigt le parti au pouvoir. Ça c'est le ravin, ça c'est pas normal. Tout ce que vous... Est-ce que c'est normal dans la ville de Pointe-Noire? Regardez le ravin, avec 40 et quelques ans de pouvoir, de PCT. Pas jusqu'à comme ça là, est-ce que c'est normal? Le goudron de Pointe-Noire, 2e ville du Congo. Regardez le ravin, regardez la route, regardez comment le voiture, ça se gaspille en jour. Le pauvre Congolais, avec leurs taximens, leurs taxis, leurs 100, ils souffrent à cause de ravin. D'autres interpellent le chef du gouvernement de vite intervenir afin de sauver les meubles. La nouvelle que je tenais à dire au Premier ministre, chef du gouvernement,
qu'il fasse une descente à Pointe-Noire. Plus précisément dans le quartier qu'on appelle Mpaka. Il vient voir comment Mpaka est devenu. Le village même, c'est mieux. Mpaka, nous sommes maintenant dans les ravins. Nous passons maintenant dans les ravins. Nous, les taximens, vraiment, nous subissons. Vraiment que le gouvernement fasse un effort d'améliorer la voie publique. Au regard de l'état des voiries urbaines de la ville océane, actuellement le Congo est très loin du concept émergence dont il ne maîtrise pas les contours. Mais au-delà de celle-ci, Pointe-Noire ne demande que la réhabilitation de son réseau routier au profit de sa population qui subit l'augmentation anarchique des tarifs et le phénomène demi-terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, concrètement? Christian Perrin, ils sont simplement cyniques. C'est une classe dirigeante qui est cynique. Et je crois que ce n'est peut-être pas loin de la vérité quand dans l'opinion circule une idée selon laquelle ils sont revenus au pouvoir par la force et ils se maintiendront par la force et ils n'ont pas à se préoccuper tellement des problèmes des Congolais parce que c'est une sanction infligée au peuple pour l'échec de leur champion en 1992 face à Lissouba et Kolela qui avaient pris le dessus sur leur champion en 1992. Ils ont dit que le peuple était ingrat pour avoir voté Lissouba et donc ils sont revenus par la force. Ils disent aussi parmi le conseil de Dabira qu'ils ne peuvent pas gagner une seule élection lorsqu'elle est transparente. Donc, leur seule manière de se maintenir au pouvoir, qui est leur préoccupation majeure, c'est par la force militaire ou par la tricherie, la fabrication, le tripatouillage du corps électoral et tout ce qui s'ensuit avec les bureaux de vote, la CENI qui ne peut pas proclamer les vrais résultats. Donc, quand des dirigeants sont au pouvoir et ils savent qu'ils n'ont pas la confiance de la population, ils sont arrivés là par la force, ils n'ont rien à foutre de la misère des populations, Christian. Vous entendez quand Jean-Pierre Adiangoy, c'est vrai que, pardon, vous évoquez là quelques aspects qui peuvent évidemment expliquer leur comportement, mais il y a un autre aspect de choses qu'on a généralement jamais évoqué dans nos médias. Et j'ai suivi ça sur un média camerounais. C'est un spécialiste, un ancien directeur, je crois, des renseignements comme ça, qui parlait d'un aspect que je n'évoque pas moi, je ne vais pas prononcer les mots ici, mais que nous allons découvrir dans cet extrait de vidéo et on revient sur le plateau. Probablement que ça peut aussi expliquer le comportement de ceux qui ont pris le Congo-Brazzaville en otage. Suivez. Aux renseignements généraux, la bataille des loges. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, je suis en France. Il faut trouver les raisons de ce qui est en train de se passer dans mon pays. Rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. Alors, Jean-Pierre Adiangoy, on pouvait parler de la mythomanie, c'est-à-dire ces gens-là qui prennent plaisir au malheur des autres, qui se réjouissent du malheur des autres, de la misère des autres, et c'est ce que nous sommes en train de constater au Congo-Brazzaville. Et là, vous venez d'entendre ce monsieur qui n'est pas n'importe qui non plus. Est-ce qu'on n'est pas sur cette ligne-là au Congo-Brazzaville? Parce que ça revient souvent, hein, sur les réseaux sociaux, on entend, on lit
Bon, nous n'avions jamais fait attention sur ça, mais moi j'ai l'impression que ce phénomène-là aussi est en train de beaucoup jouer au Congo-Brazzaville. Ben, c'est vrai, Christian Perrin, tout ça, ce sont que des éléments qui concourent à montrer que ces dirigeants n'ont rien à faire avec les préoccupations du peuple. Pour eux, le peuple, c'est une masse inerte qu'on peut manipuler, qu'on doit utiliser à dessein pour se maintenir au pouvoir. Et les jeunes sont obligés de suivre ceux qui cherchent le travail, surtout même des jeunes cadres qui ont une qualification, qui essaient de chercher le travail, mais sont obligés de passer par ces pratiques ignobles pour qu'ils aient droit au travail. Ceux qui ont de la dignité, qui protègent leur âme, comme vous avez dit, ne se livrent pas à ce genre de pratiques, mais ils mourront, ils vont vieillir chômeurs. Et quand le président dit qu'il a créé 200 emplois avec l'usine de manioc à Loudima ou à Yamba, disons dans la Bouenza, ces 200 emplois correspondent à quoi par rapport à la demande énorme de la jeunesse congolaise à qui on a promis monts et merveilles en 2024 avec l'année de la jeunesse. Rien. Oui, mais Jean-Pierre Langoy, lorsqu'on dit création de 200 emplois, moi je veux bien. Après, il faut qu'on explique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans quel secteur, à combien sont-ils payés, pour quelle production. On a vu la petite unité, je ne sais pas si vous avez vu les petits tas de manioc qu'on nous a présentés, ça ne représente même pas 2-3 tonnes de manioc. Non, je suis désolé, mais là... On peut penser que ça, c'est un échantillon, mais même les chiffres qu'ils ont donnés en termes de tonnage de production, oui. Est-ce que ça couvre la demande nationale? Et en dehors du manioc, les autres éléments qui constituent le panier de la ménagère, est-ce que cette usine va résoudre les problèmes de tous les Congolais, de Pointe-Noire à Ouesso? Non. Oui, mais même s'il pouvait démarrer dans un périmètre donné, bon, après on nous dira oui, avec le temps, ça va s'agrandir, d'accord. Oui, mais il faudra combien de temps, Christian Perrin? Il faudra combien de temps encore? Mais en plus derrière, ce ne sont pas toujours les Congolais. Moi, ce que j'ai noté, Jean-Pierre Agnongoy, dans les images, je ne sais pas si vous avez fait attention à la mine des jeunes qui travaillent là-bas. C'est des mines qui disaient tout. Et derrière, vous avez les Chinois. En réalité, ce n'est pas pour les Congolais. Ce sont les entreprises chinoises installées. Bon, après, on prend... Mais vous savez comment les Chinois traitent les Congolais. Ça, je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a trop d'exemples. Oui. Ils prennent des Congolais pour des esclaves. Ça, vous pouvez le vérifier un peu partout. Les Congolais travaillent avec des Chinois. Ils vous le diront. Les dysfonctionnements administratifs et réglementaires, l'inobservation des mesures sur la qualité, l'hygiène, sécurité et environnement, et bien d'autres faits remarqués au sein du site d'exploitation pétrolière de la société chinoise Winghua à Bangakayo et rapportés au ministre des Hydrocarbures Jean-Baptiste Chikaya ont contraint ce dernier à faire une descente surprise sur les lieux afin de toucher du doigt la quintessence des faits. Ceci pour les biens des Congolais qui y travaillent, car a-t-il fait remarquer que le gouvernement congolais accompagne les entreprises certes, mais cela ne doit pas se faire au détriment des compatriotes. Après la visite de la centrale de traitement du brut et celle des eaux usées, la première surprise désagréable ne s'est pas fait attendre, en commençant par cette guérite qui a indigné le ministre. La cuisine et les dortoirs des Congolais, avec des lits sans matelas, la qualité de l'eau, les latrines sont venues enfoncer le clou. Et le gouvernement congolais ne fait rien, voilà, ne protège pas ses citoyens. Ils sont livrés comme ça, comme des esclaves, voilà, aux mains des Chinois. Mais, et donc, Perrin, il n'y a pas que les Chinois. Tous les étrangers qui ont envahi notre économie nationale, tous les secteurs de notre économie nationale, les Libanais, les Mauritaniens, les Rwandais, mais ils ne respectent pas la loi du travail, le code du travail. Les gens ne sont même pas payés au SMIC. Même lorsqu'on parle de l'augmentation de ce SMIC
74 ou 70 400 cette année. Oui. Je ne sais pas si c'est... Mais qui contrôle ça? Personne. Dans plusieurs petites entreprises gérées par ces gens, mais ils utilisent les gens comme des temporaires. Et quand le délai légal est atteint, où on doit en faire des travailleurs avec des contrats à durée indéterminée, on les vire, on prend d'autres et on continue. Christian, c'est-à-dire ce gouvernement, vous allez les prendre dans tous les sens. Vous avez parlé tout à l'heure des routes, mais c'est lamentable. Vous allez à Pointe-Noire, c'est pareil. Les routes Pendant nationales, que vous parlez de Pointe-Noire, pardon, Jean-Pierre Anyangoy, moi j'aime bien illustrer nos propos. Pointe-Noire, c'est quand même la ville pétrolière, c'est-à-dire 80% du budget congolais. Voilà, on va regarder ce qui se passe à Pointe-Noire, notamment sur l'état des routes. Pour qu'on ne dise pas que c'était des morceaux choisis, Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, c'est pareil. Suivez ce qui se passe à Pointe-Noire. Chantiers abandonnés, zéro route dans un état piteux, c'est l'état actuel du réseau routier de la ville économique congolaise qui fait grise mine à la grande désolation des populations confrontées aux embouteillages monstres. Cette situation donne du fil à retordre aux usagers de la route qui dénoncent la passivité des autorités municipales à cause du ralentissement des travaux engagés. Un citoyen interrogé ne croit pas à ses yeux en voyant la ville des Pots-Noirs, capitale économique, dans une telle situation qui n'honore pas ses habitants et les gouvernants. Même les touristes de passage sont surpris de ce triste décor. Je suis taximan. Les routes vraiment ne sont pas accessibles. Vraiment, c'est gaspillé tout le quartier normalement. Ce n'est pas seulement Mbota ou Nkwikou, non. Tous les quartiers. Pour circuler, ce n'est pas facile. Parce que tout ce qui cause les embouteillages, c'est les trous. Parce que c'est les routes qui sont gaspillées. Voilà pourquoi il y a trop d'embouteillages, quoi. Vu l'état actuel des routes de la ville océane, l'implication des autorités compétentes est de mise, car il y a des répercussions sur la vie sociale, notamment sur les transports en commun et taxis, dont les prix ne cessent de galoper et compliquent le quotidien des populations. Voilà, alors Jean-Pierre Anyangoy, vous disiez là, à Pointe-Noire un peu partout, et c'est la même situation. Partout, c'est la même situation, Christian. Et les quelques infrastructures dont semble s'en vanter le propagandiste indécrottable du PCT à travers les actions de Denis, ces infrastructures, c'est des infrastructures qui sont mal conçues, mal faites, parce qu'on détourne l'argent et même les entreprises qui doivent exécuter ces travaux, généralement ne reçoivent pas les montants qui correspondent à leur débit et ils finissent par bâcler le travail pour présenter des ouvrages mal conçus, mal finis. Et souvent, quelques mois seulement ou un an après, on assiste à des destructions. J'étais moi-même une fois sur la route Ouesso-Souanké qui va jusqu'au Cameroun, mais cette route n'avait même pas 5 ans qu'elle était déjà coupée par des érosions et des éboulements. Oui, mais pendant que vous le dites, Jean-Pierre Anyango, est-ce que ce n'est pas là une stratégie pour ce régime de siphonner, comme qui dirait, les caisses de l'État? Parce que le constat qu'on a fait, c'est que tous les projets annoncés par ce régime n'ont jamais été réalisés jusqu'au bout. Généralement, on abandonne et on sort beaucoup de milliards. Et donc, ce qui veut également dire que c'est une stratégie de vol des deniers publics. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on sorte, par exemple, 700 milliards, je répète ici, 700 milliards, enveloppe décaissée. C'est la société Asperbra qui devait s'occuper de la construction de ces hôpitaux. Donc, 700 milliards décaissés. Et qu'on se retrouve à peine avec 2 livrés dans les conditions que tout le monde sait, presque
pas vraiment terminé, mais pour les raisons de campagne, ils ont livré. Et les 8 autres, sinon 9 autres, puisque 13 avec un hôpital voilà, militaire, Denis Sassou Nguesso revient sur cette question 11 ans après, constate que ces hôpitaux sont dans la brousse. Il le dit lui-même. Ouais. Nous avons décaissé, nous avons dépensé beaucoup de milliards. Le jour de mon arrivée à Madingou, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Mais ce qui n'a pas dit, qui est responsable de ce boycott, de ce vol, de ce détournement, il ne le dit pas. Ça prouve que, moi je peux penser que c'est lui-même le chef de gang, comme disait quelqu'un sur ce même plateau. Je crois que c'est cette animatrice de la chaîne Action, Denis Sassou Nguesso, dira que c'est la faute des opposants. Peut-être parce que vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dénoncé ça. Parce qu'on n'a pas dénoncé ou parce que c'est nous qui devrions aller surveiller ces travaux. Pourquoi il va maintenant faire ces visites seulement à quelques mois de la campagne? 11 ans pour dire qu'il a travaillé 11 mois de la campagne, plutôt de l'élection. C'est là où il se rappelle qu'il y avait des chantiers qu'il faut aller suivre. Mais le suivi, Christian Perrin, se fait chaque année. Pourquoi pas chaque mois? Et combien de fois le président a effectué des voyages ici et là pendant son mandat pour aller suivre les travaux qui se font ici et là, y compris ces hôpitaux? Pourquoi oui, mais après qu'il a constaté que ça n'a pas marché, pourquoi il n'a pas interpellé le ministre de la Santé et le préfet? Pourquoi il n'a pas interpellé ces gens? Personne ne rend compte, mais plutôt on va encore chercher à endetter le pays pour remettre encore de l'argent dans les mêmes hôpitaux et qu'on va faire deux. Bon, je ne sais pas pendant combien de temps pour finir. Et ensuite, Christian Perrin, je reviens encore sur les questions de campagne et les questions de la jeunesse. Que l'actrice ou l'animatrice de la chaîne Action, Denis Sassou Nguesso, qui prétend qu'il n'y a pas la campagne, est-ce qu'elle peut expliquer ce que fait Okombi Tchalissa, Elvis, dans tout le pays avec le patriarche? C'est de la haute manipulation des jeunes. Et ils se promènent soi-disant avec des kits d'équipement qu'on distribue ici et là à un jeune mécanicien ou quelques machines qu'on donne à 2 ou 3 jeunes filles. Et c'est ça, la création d'emplois. Et pour faire ça, on a besoin de faire des marches, mobiliser des milliers oui, mais de jeunes. Jean-Pierre Anyangoy, vous venez là d'évoquer un aspect très important. Lorsqu'on voit Elvis Dean, Elvis Okombi Talisson, en pleine campagne pour Denis Sassou Nguesso, sa personne ne viendra dire le contraire. Il distribue le patriarche, je ne sais pas tout ce qu'il distribue. Après, il faut qu'on se pose la question, où est-ce qu'il trouve cet argent? Parce que c'est ça le problème. On voudrait voir les opposants faire des dons comme tout le monde. Voilà, ceux qui pillent les caisses de l'État et partent reverser les miettes par des dons, soit de verre de riz, de l'huile. Et voilà, c'est ça qu'ils appellent, eux, des opposants. Mais ils ne se sont jamais posé la question d'où vient cet argent. Par exemple, Elvis Okombi, qui n'est pas un homme d'affaires. Je ne le connais pas sur ce terrain. Après, il faut qu'on vienne nous dire le contraire. C'est quelqu'un qui a été dans le gouvernement congolais, qui a mis, voilà, lui aussi comme les autres,
la main sur les caisses de l'État et qui aujourd'hui fonctionne avec les moyens de l'État. Parce qu'il faut peut-être à un moment donné réclamer une commission d'enquête sur les fonds, comment il faut pour aller faire ces dons. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent dans un pays en crise en plus? Ils ont dit qu'il y a la crise financière. On ne peut pas payer les salaires, on n'arrive pas à construire les routes ou à entretenir les villes sont sales. Le taux d'insalubrité s'accentue de plus en plus dans les différentes artères de la ville. À Brazzaville, la production de déchets est estimée à 548 247 tonnes par an, selon les études menées par une ONG de la place. Face à cette urgence environnementale, la nécessité de mettre en place une stratégie durable pour la gestion efficace des déchets solides s'avère impérative. Il y a eu une augmentation entre 2010 et 2025. Nous avons un plan directeur qui avait été mis en place, qui avait fait des préconisations avec la création des organisations ou des structures à mettre en place, avec des textes qu'il fallait prendre, mais aussi avec un dispositif de financement. Mais ce qui est sûr, c'est que ces préconisations n'ont pas été respectées. Voilà, pas d'eau, nous avons dit tout à l'heure, on va revenir sur le carburant par exemple. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, mais eux, ils ont de l'argent pour aller faire des dons. Comme vous l'avez dit. Oui, Christian Perrin. C'est peut-être ce que les opposants ne font pas. Salissant n'a jamais été milliardaire à travers une entreprise ou des entreprises qu'il a créées pour être philanthrope. Et même dans le meilleur des cas, un philanthrope qui donne, qui offre, ne fait pas de l'exhibitionnisme. Il donne même secrètement, discrètement et humblement. Et surtout pas au nom d'un parti. Okumbi Salissa se balade avec le mot, la caravane du patriarche de Sassou pour dire votez-lui, il va vous donner, ou ce que je vous donne là, ça vient du patriarche. C'est ce qu'il dit, c'est le patriarche qui offre. Mais est-ce que c'est comme ça que le pays doit être géré? Aller organiser des marches pour jeter des miettes aux jeunes à qui on avait promis du travail décent en 2024, on n'a rien fait. On a dit l'année de la jeunesse, c'est maintenant 2024, 2025, 2026. On n'a rien fait. Mais le travail, c'est ça, c'est que Okumbi Salissa est en train de faire. C'est-à-dire faire des dons. Mais c'est ce que moi d'emplois décents. C'est ce que moi je dénonçais ici, c'est-à-dire ils ont réduit les jeunes Congolais à la mendicité, à la précarité pour les utiliser comme ça, faire des dons, voilà, ils doivent vivre de dons. C'est ça qu'on est en train de montrer aux gens. Et toujours, Christian Perrin, pour dire qu'ils sont en campagne, ils viennent encore de lancer, je crois c'est à travers le patriarche et les caravanes de un jeune, une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jeune, une entreprise. En 2024, ils ont créé combien d'entreprises? Ils ont favorisé la création de combien d'entreprises de jeunes qui ont embauché combien de travailleurs? Maintenant, qui va travailler chez l'autre? Qui va travailler chez l'autre? Alors, Christian Perrin, je vais vous faire rire. Je causais avec un taximan parce que souvent, quand je suis avec les taxis, j'écoute leur opinion, je les sonde. Et j'ai posé cette question à un taximan. Mais maintenant, là, le PCT, avec les Okumbi Salissa et leur président, prétendent qu'ils vont maintenant donner une entreprise à chaque jeune. Mais qui va travailler? Alors, tenez, un chauffeur très éveillé, il me dit, mais papa, comme vous êtes retraité et tous les retraités là ne sont pas payés, ça sera maintenant les retraités que les jeunes vont recruter dans leurs entreprises pour pallier à leur misère. Voilà, des slogans aussi stupides et creux, et ça va prospérer. Et ça, on mobilise les jeunes autour de ça en leur faisant miroiter qu'on va leur donner l'occasion de créer des entreprises. Un jeune, une entreprise. On a vu ça dans quel pays au monde? On a besoin des entreprises qui embauchent des dizaines, des centaines, des milliers de gens, mais on n'a pas besoin de micro-entreprises. Si vous donnez une machine à un jeune,
Vous dites, vous avez créé combien d'emplois? Peut-être qu'ils veulent que vous fassiez aussi autant, ou que vous fassiez des dons comme les autres, pour être des vrais opposants. Mais bref, en fait, je voulais juste en rire. Mais ce n'est pas le rôle des opposants, Christian, de faire des dons. Et ce n'est même pas le rôle des députés et des ministres de faire des dons. Ce n'est oui, mais pas malheureusement, Jean-Pierre Anyangoy, comme vous dites, même pas aux ministres d'aller construire les ponts dans leur village. Non, Christian, ça ne se passe pas comme ça. Oui, mais malheureusement, c'est ce qu'on a fait passer à l'opinion congolaise. Qui fonctionne, qui a une gouvernance, il y a des ministères qui sont créés pour ça. Il y a des sociétés, des administrations qui exécutent des travaux. Mais quand on fait des travaux, il doit y avoir des structures de contrôle de la qualité des ouvrages. Ça n'existe même pas. Ils existent, ils sont payés, mais ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire. On a vu ce qu'ils ont fait au bord du fleuve Congo derrière la mairie. En moins de 3 ans, ça s'est écoulé. Et le maître d'ouvrage ou le chef, le maître d'œuvre n'a pas été inquiété, le chef des grands travaux. Et ils ont dit non, on va reprendre. Est-ce qu'on a repris? Mais quand on reprend, c'est encore de l'argent qu'on investit sur ce qui a été mal fait. Donc, voyez-vous, Christian, qu'est-ce qu'ils attendent des opposants? Mais c'est ce que nous sommes là en train de faire, notre travail d'opposants, en leur montrant qu'ils fonctionnent mal, qu'ils gouvernent très mal et qu'ils ont créé la misère pour le peuple et ils s'enrichissent sur le dos du peuple et ils se réjouissent de voir le peuple misérable pour le manipuler, comme dans cette anecdote, Christian, je crois que vous avez dû entendre parler d'une telle anecdote du dictateur sanguinaire Hitler qui, semble-t-il, avait pris devant ses collaborateurs une poule, l'avait déplumée. Il a tenu les plumes à la main et puis il a dit, vous voyez ce que je vais faire avec cette poule. Après l'avoir déplumée, et il a commencé à jeter des grains de riz, des grains de maïs en marchant. La poule déplumée, avec sa douleur, était en train de le suivre après l'avoir torturé. C'est ce que les dirigeants congolais font au peuple congolais. On vous ruine, on vous appauvrit. Les retraités, on ne vous paye pas. 43 mois d'arriérés de pension. Les étudiants, on ne vous paye pas. Et après, Okombi Salissa va faire son spectacle, qu'il va créer les entreprises des jeunes et il mobilise des milliers de jeunes au boulevard. Il va dans l'intérieur du pays avec sa caravane du patriarche pour manipuler les jeunes. Et c'est ça ce que j'appelle manipulateurs professionnels, des menteurs, des agitateurs indécrottables du PCT. Et curieusement, on rejette leurs pratiques sur l'opposant ou les opposants qui leur disent la vérité, rien que la vérité, la triste vérité qui fait souffrir le peuple congolais tout entier. Et qui couvre évidemment, puisque vous parlez de cette vraie opposition, voilà pourquoi le samedi dernier, disons le PSDC de Clément Mirassa, on appelait au rassemblement des vrais opposants. Je vais vous proposer donc un reportage relatif et on revient sur le plateau pour le commentaire suivant. Clément Mirassa appelle au rassemblement de la vraie opposition congolaise pour répondre aux attentes des populations longtemps plongées dans la souffrance. Je réitère mon appel pour le rassemblement de la vraie opposition. Je dis bien la vraie opposition, celle qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Et de ce fait, n'a pas, par conséquent, de deal avec le pouvoir. Nous souffrons trop et avons perdu. Et le crédit et la confiance du peuple, qui considère souvent que nous sommes opposants le jour et collaborateurs la nuit. Je vous exhorte à ce que nous balayions cette opinion qui fait en fait de nous des traîtres. Le président du Parti social-démocrate congolais fustige l'inaction du gouvernement dans la gestion financière du pays. Le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle
pour laquelle les gouvernances actuelles peinent à trouver les voies et moyens de sortie. Très tôt, ils ont voulu l'expliquer exclusivement par la baisse des cours du baril du pétrole, ce qui est faux. Il s'agit de la mauvaise gouvernance. Clément Mirassa n'a pas manqué de brosser un tableau préoccupant de la situation de la corruption qui gangrène au sein des administrations et institutions. On ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption. Sur le terrain, rien ne change. En dépit des nombreux cas connus de tous les Congolais, les gouvernants ont plutôt choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Devant la presse, ce 5 avril 2025, Clément Mirassa dénonce l'instrumentalisation des Congolais par le Parti congolais du travail à travers des campagnes déguisées. En utilisant des subterfuges du type le timonier, le patriarche et autres, le pouvoir s'est déjà lancé en campagne pour l'élection de 2026. Les populations sont instrumentalisées pour demander au président de la République, président du Parti congolais du travail, de faire acte de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Ils veulent ignorer que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. De surcroît, il est évident que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Au cours de cette conférence de presse, le président du Parti social-démocrate congolais est revenu sur le statut des partis politiques de l'opposition. L'article 5 dispose que tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. En clair, un parti politique faisant partie du gouvernement ne peut pas être à l'opposition. Les choses sont claires et il s'agit là d'une question de droit. La langue de bois ne peut pas être tolérée. Et en ce qui nous concerne, nous disons que ça signifie clairement que le PRL et l'UPADES ne sont pas des partis de l'opposition au moment où nous avons besoin d'une certaine clarification. Déterminés à jouer son rôle d'opposant, plusieurs jeunes ont signé leur fiche d'adhésion au sein du Parti social-démocrate congolais afin de militer ensemble. Alors, Jean-Pierre Anyangoy, samedi dernier, vous vous êtes retrouvé aux côtés de Clément Mirassa, qui tenait donc une conférence de presse. Une grande première en plus, hein, après, j'allais dire, depuis 2016, peut-être. Comment ça s'est passé? Vous étiez sur place? Oui, Christian Perrin, effectivement, comme vous dites, c'est une première depuis 2016. Mais vous savez, lors de mon dernier plateau, j'avais dit qu'il y a des choses, que les lignes étaient en train de bouger en notre sein. J'amplifiais là un appel que chacun de nous a essayé de lancer à sa manière. Et le recoupage est en train de se faire, le regroupement est en train de se faire. Et vous avez eu là un avant-goût. Cette conférence de presse, je crois que c'est un avant-goût. Nous allons consolider cette dynamique et nous allons pas seulement nous limiter aux conférences de presse, mais nous allons nous approcher de cette population qui est manipulée. Et là, on va nous trouver que nous allons devenir manipulateurs comme eux. Mais nous, on a des arguments, nous, on ne manipule pas parce qu'on va dire les vérités que nous disons jusque-là sur les antennes, sur les réseaux sociaux. Nous voulons maintenant les développer en face à face avec les populations. Et je crois que comme elles vivent ces réalités, on n'aura pas de la peine à nous faire comprendre et mieux faire comprendre. Et ce sera le début de la fin de la manipulation des manipulateurs, agitateurs professionnels du PCT et ses alliés.
Et nous pardon, allons donc... Jean-Pierre Anyangoy, dans la même logique, je crois que votre parti a tenu également une réunion, c'est pas c'était à Pointe-Noire, pour mettre en place les cellules représentant le pape, le parti du peuple. Mais avant de répondre à cette question, nous apprenons que ça n'a pas été facile de tenir cette conférence de presse politique par le PSDC. Les salles leur ont été refusées, les grandes salles, obligées de tenir ça à domicile. C'est ça, Christian Perrin, vous le dites si bien, ce que nous vivons quand même le peuple nous reproche qu'on ne voit pas l'opposition. Je l'ai dit tout à l'heure, plus haut, que dans les conseils de Dabira au président Sassou, c'était qu'il fallait mettre un embargo sur les opposants. Et cet embargo a été très, très, très bien appliqué pour réduire les opposants au silence. Parce que moindre tentative de se regrouper est considérée comme une menace à la sécurité, une menace à la paix. Parce que la paix pour eux, c'est la résignation du peuple. C'est le peuple doit se taire, les opposants doivent se taire et les regarder voler, piller, brader les ressources nationales à leur seul avantage. Maintenant, nous allons dire non. C'est vrai, vous avez vu que la conférence de presse là s'est tenue au domicile de Clément Mierassa, parce que quand on va demander une salle, même des meetings en salle ou des rencontres citoyennes, on refuse. Il a demandé la salle des prêtres à l'aumônerie. Il y a des salles là-bas où on avait l'habitude de nous réunir. Maintenant, les catholiques ont dit qu'ils n'autorisent plus les manifestations politiques dans leur structure. Bon, ils ont ça veut raison. dire que même ceux du pouvoir ne pourront plus jamais tenir les réunions là-bas. Mais est-ce que ceux du pouvoir n'ont pas besoin d'aller là-bas? Ils ont le palais des congrès, ils ont les salles des mairies, ils ont la salle de la préfecture, et ils ont des salles partout. Et ils peuvent prendre la salle qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Ils ont les rues, ils peuvent marcher sur le boulevard, et il n'y a pas de problème. Mais si l'opposition veut organiser quelque chose, même dans une salle, on interdit. Vous avez dû suivre comment la police a intervenu manu militari au siège du MR, mouvement avec républicain, jeune Gabé, qui avait invité Kémy Seba pour faire une conférence, une simple conférence sur un thème précis qui est connu de tout le monde puisque c'est ça qu'il fait partout dans le monde. Mais on est venu, là aussi j'étais présent, malgré qu'on n'est plus en alliance avec le MR, avec ce parti, mais j'étais parti parce que je m'étais dit, une telle personnalité de renommée de connaissance qui vient dans notre pays, c'était question d'avoir le contact, d'écouter ce qu'il va dire et même de poser des questions. Et voilà, j'étais là, mais on nous a menacé de sortir de cette salle au risque de recevoir des crosses sur la tête. Voilà ce pouvoir. Et après, on dit, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposants. Non, mais surtout qu'ils clament à qui veulent les entendre qu'il y a une liberté d'expression, liberté de manifestation. Ils le disent à la télé, à la radio, mais sur le terrain, dans la pratique, voilà ce qu'on constate. Ils le disent pour ceux qui ne connaissent pas, mais le peuple congolais connaît. Parce qu'il y en a, quand on les invite, ils savent que c'est l'opposition. Ils ont peur. Ils disent, mais est-ce qu'on va pas, ça ne va pas mal se terminer? Ils ont peur de venir. Mais maintenant, nous allons nous engager à braver cette peur et on demandera des autorisations s'il le faut, là où il faut. Là aussi, c'est une chose qu'il faut clarifier par rapport au droit de la liberté d'expression reconnu aux citoyens congolais et davantage aux partis. Mais quand on tient des activités du parti, on n'a pas besoin de demander une autorisation.
C'est ce n'est écrit plutôt dans une aucune information qu'on loi. donne à l'administration, mais pas demander On l'autorisation. donne une information, mais on ne demande pas l'autorisation. On peut demander l'autorisation lorsqu'on organise une manifestation sur un lieu public, comme l'avenue où on va perturber la circulation. En ce moment-là, il faut demander une autorisation. Mais si on va De dans une sorte que salle, la manifestation aussi soit sécurisée par les forces voilà, et on considérées la demande force de l'ordre. l'autorisation, on leur demande de venir sécuriser, maintenir. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils interdisent et ils répondent systématiquement risque Trouble à l'ordre de public. menace de la sécurité, menace trouble à l'ordre public, menace de la paix. Mais la paix, pour eux, c'est la misère du peuple, c'est la résignation du peuple parce que le peuple est contraint à se taire. C'est ça ce qu'ils appellent la paix. Quand ils disent, c'est eux qui garantissent la paix, mais ils garantissent la paix au prix de la baïonnette, au prix des fusils, de la dictature sur le peuple. Mais qu'ils laissent le peuple s'exprimer, qu'ils laissent les opposants s'exprimer, ils verront que les populations vont sortir de la torpeur, mais ils vont certainement intensifier, mais nous allons braver cette interdiction, cet embargo. En réalité, nous sommes sous embargo. Oui, Il va après, falloir... Jean-Pierre Agnangol, il faut qu'on rappelle tout de même que la liberté s'arrache. Hein. Dans tous les cas, c'est à vous donc de faire le sorte à arracher cette liberté. Voilà. Alors, donc, je vous posais la question de savoir, vous avez installé, je crois, une antenne, c'est ça, ou un comité à Pointe-Noire? Oui, lorsque nous avons eu le dernier plateau, vous m'aviez posé la question de savoir si notre congrès était reporté sine die. Je vous avais dit que d'après le programme qu'on avait fait, on devait d'abord dynamiser le parti à la base, structurer là où il n'existe pas encore de structure, restructurer là où les structures existantes ont connu quelques démembrements. Et ce que vous avez vu, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Nous sommes en ce moment en train de descendre dans les arrondissements. Et vous avez vu là où on se réunit, là, c'est des endroits de fortune. Ce n'est pas... Et parfois, ceux qui ont ces espaces hésitent à nous accepter parce qu'ils ont peur d'être reprimés, Évidemment, menacés mais ça après. rejoint finalement la question que je vous posais d'entrée de jeu. Comment est perçu l'opposant au Congo-Brazzaville? C'est un ennemi, c'est malheureusement. C'est ce un qu'on est en ennemi, train de c'est un homme à constater, battre, puisque tout le sa monde a même place. peur de l'opposant. Dès qu'on dit que vous êtes de l'opposition, les gens commencent à vous regarder bizarrement. Il arrive même qu'on nous traite, nous autres, de journalistes de l'opposition, alors que ça n'existe pas. Soit on dit les choses comme elles se déroulent, elles se présentent, soit on fait exprès, voilà, en train de faire la propagande d'un régime, mais dire qu'il y a des journalistes de l'opposition, et il faut qu'ils se rassurent d'une chose, ça n'effraie plus personne. S'il y a des journalistes de l'opposition, si on peut les leur concéder, ça veut dire qu'il y a des journalistes du pouvoir et pouvoir-opposition, mais c'est ce qui fait d'ailleurs le système politique, non? S'il faut prendre ça dans ce sens. Mais bref, il n'existe jamais des journalistes de l'opposition, ils peuvent se rassurer. Je vais vous donner une information pour illustrer cette pratique, cette attitude de ce pouvoir envers les opposants. Nous avions tenu une assemblée générale dans l'espace Nzao, notre grand artiste Nzao Zobagila. Casimir Nzao, oui. Il a un espace à lui, c'est privé, où les gens font la musique là-bas, ils font leurs répétitions, il y a des instruments. Et on a sollicité cet espace, on a tenu une assemblée générale de Brazzaville, des militants de Brazzaville, et puis ça s'était bien passé. Mais après, c'est les agents de sécurité, ce sont les chefs de quartier qui sont passés menacés. Le propriétaire des lieux pour dire, mais ces gens-là, c'est les opposants, pourquoi vous les avez laissés se réunir ici? Et quand nous avons voulu tenir une autre activité en cet endroit, on a appelé
le propriétaire, il a accepté, mais avant que on commence la cérémonie, on nous a demandé de libérer les lieux. C'était le jour que les jeunes qui étaient dans l'association avec Cédric Balou devaient adhérer collectivement au PAP. Cette cérémonie devait se passer chez Zao et on nous a empêchés et nous sommes allés la faire dans un espace privé aussi, mais un bar. Et là aussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas su que c'était l'opposition. On était obligé de dire on a eu une cérémonie sans dire laquelle. Et puis, quand on a fini, c'est là où les gens ont su de quoi il s'agissait. Donc, voyez-vous, on est comme... Mais Jean-Pierre Anyangoy, pendant que vous en parlez, pardon Jean-Pierre Anyangoy, est-ce que ce n'est pas non plus le moment d'interpeller la population congolaise, qu'elle commence à prendre au moins son courage entre les deux mains? Parce que si ce que j'ai dit. Les réunions de l'opposition sont interdites et qu'on peut vous refuser les salles parce que vous êtes des opposants, je crois que là aussi est engagée la responsabilité de la population congolaise. Il faut que les Congolais qui ont des salles, qui croient en l'opposition, disent bah écoutez, venez tenir votre réunion chez nous et puis on verra ce qui va se passer. C'est chez nous. Parce que si on ne le fait pas, évidemment, on va se plaindre jusqu'à la fin. On espère qu'on va en arriver là. Parce que je vous cite encore un autre exemple. Nous avions dans une des dernières initiatives de regroupement des forces de l'opposition créé l'intercoalition des partis de l'opposition. Donc Kinyumbi était le président. Mais depuis le mois d'avril, on préparait la sortie. Mais quand on voulait faire la sortie, on a demandé la salle de la mairie centrale. On nous a dit que la salle était systématiquement occupée par les mariages. Donc, il n'y avait même pas un seul jour qu'on pouvait nous proposer, ni une plage horaire pour nous proposer. Même à la mairie, on vous refuse des salles. C'est quand même dangereux ce qui se passe. On nous l'a refusé. OK? Et on devait payer. Ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, oui. On avait cotisé pour louer la salle. Donc, oui, mais quand on est face à de telles pratiques, Jean-Pierre Anyangoy, il faut que, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous preniez votre courage, voilà, de braver cela. Sinon, on va continuer comme ça, les décennies, et puis les mêmes qui qui encouragent ces pratiques viennent sur les réseaux sociaux pour dire les opposants, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus d'opposition au Congo. En fait, c'est là qu'on voulait en arriver. Vouloir démontrer aux gens qu'il n'y a plus d'opposition au Congo, voilà, et personne d'autre, si ce n'est Sassou Nguesso à la tête du Congo. Mais mon Dieu, on est où là? Même quand on a échoué lamentablement jusqu'à ce point. C'est à vous maintenant de montrer de quoi vous êtes capable. Vous vous souvenez de cette interview du président Sassou à Jeune Afrique, où il avait dit que l'opposition était faible et il faisait allusion néanmoins à sa représentation à l'hémicycle parce qu'il y a un chef de file de l'opposition. Ben, c'est certainement ce seul chef de l'opposition qui peut organiser librement des manifestations. Mais pour nous, pour parler encore de la conférence de presse qu'on a eue le samedi. Oui, mais moi, je voulais un peu intervenir sur ce que, pardon, Jean-Pierre Anyangoy, je voulais un peu quand même dire quelque chose sur ce que vous venez de dire. Lorsque Denis Sassou Nguesso dit que l'opposition congolaise est faible, mais c'est simplement parce que il sait que l'opposition congolaise n'utilise pas les mêmes moyens que lui. Je veux dire par là la force, les armes, l'armée, la police, hein, qui lui sont évidemment acquises, ça tout le monde le sait. Donc il utilise ses milices pour traquer les opposants, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il y a, je crois, c'est Nelson Mandela qui disait, c'est l'oppresseur qui imprime le mode de combat. Je ne vous incite pas à la violence, mais je crois que Denis Sassou Nguesso devait le comprendre. Ça ne sert à rien qu'il aille dire ailleurs l'opposition est faible. Il sait ce qu'il fait. Il empêche l'opposition de fonctionner.
Il a son opposition à lui, on a vu d'ailleurs, Tsatimabia, puisque vous parlez de Pascal Tsatimabia, on l'a vu dans la délégation de Sassou Nguesso. Et c'est ça que Sassou Nguesso appelle sa opposition. C'est là où j'allais en arriver. C'est pourquoi j'ai mentionné le soi-disant chef de l'opposition qui se balade avec le président pour montrer que l'opposition est représentée. Mais pour nous, comme vous avez pu le suivre dans cette conférence du samedi, le président Clément Mirassa l'a dit, et nous tous, nous pensons comme ça, que maintenant on doit nous démarquer, les vrais opposants doivent se démarquer des faux opposants. Et celui qu'on appelle chef de file de l'opposition, pour nous aujourd'hui, c'est un faux opposant. Tout comme Nick Fila, parce que leur parti siège au gouvernement. Et dans la définition de l'opposition, c'est la force, les partis qui s'opposent à l'action, qui affrontent le gouvernement dans son action, notamment l'action qui ne correspond pas à la vision politique de l'opposant. On dénonce, on condamne et on démontre. Ce n'est pas seulement condamner pour condamner, il faut démontrer. Et c'est ce que nous faisons. Mais ces opposants qui siègent au gouvernement, qui sont astreints à la solidarité gouvernementale, ne peuvent plus être considérés comme des opposants. Ils sont parfois des opposants qui soutiennent la candidature du pouvoir en place. Voilà. Ce qui est curieux. Et il y a des opposants qui appellent à la candidature, de Sassou Nguesso. Ça, pour nous, ce ne sont plus les opposants. Alors maintenant, quand le président dit qu'il n'y a pas d'opposants, et avec lui, ces affidés du PCT, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont mis l'embargo sur les opposants. Parce que s'ils essaient de bouger, ils sont matraqués, ils sont en prison, et qu'ils savent... Ils sont tués aussi, oui. La même chose, c'était sur les détournements, les biens mal acquis. Ils disaient toujours, quand on les interpellait à l'extérieur, qu'au Congo, on ne nous a jamais dit qu'il y a des voleurs, on n'a jamais dit qu'on a détourné des fonds, on n'a jamais porté plainte. Mais quand nous avons démontré, puis commencé à prendre la parole avec Clément Mirassa, avec Inda, pour montrer qu'il y avait des vols, des détournements de fonds, le cas le plus criard, ce sont les 14 000 milliards. La société civile a pris le relais, a porté plainte. Il y a plus d'1 an, cette plainte a été rejetée. Vous savez, donc, même la justice, il y a la répression militaire. Au niveau de la justice, c'est pareil, on est des persona non grata quand on vient porter plainte pour des faits aussi graves. Sur les 6 milliards, le dernier fait, les 6 milliards de bourses détournées chaque année, la société civile a intenté une procédure. La plainte a été purement et simplement refusée par les agents de la justice. Pas rejetée, mais refusée. Refusé de prendre, ils n'ont même pas pris. Ils ont dit, nous protégeons nos carrières. Mon Dieu. Voilà. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Donc, vous êtes, il y a la répression, j'allais dire, judiciaire, répression policière, répression administrative, répression militaire et politique. Mais, sur tous les plans. C'est un embargo total. On dit, taisez-vous, laissez-nous voler, et puis, comme ça, il y a la paix au Congo. Si vous osez nous braver, vous osez dénoncer, vous organiser, mobiliser le peuple, c'est que nous allons vous faire la guerre. Voilà, c'est ça, la paix tant prônée par notre président de la République. Moi, je ne cesserai de rappeler, pas seulement à vous, les opposants, hein, mais aussi aux Congolais, la liberté, ça ne se donne pas sur un plateau d'argent. Nous avons vu Denis Sassou Nguesso à l'opposition, comment il menaçait le pouvoir jusqu'à brandir même ses galons. Et quand un général, un officier parle de ses galons, vous avez compris de quoi il s'agit. Et ça, il l'a fait. Il l'a fait. Il disait même, ben voilà, je prends l'opinion nationale, internationale à témoin, la communauté internationale, comme pour dire, alors si vous ne vous exécutez pas, vous ne respectez rien, je serai obligé
voilà, de prendre les armes. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Et ce même Denis Sassou Nguesso, lui aujourd'hui, soi-disant qu'il fut à un moment donné démocrate, j'ai entendu ça de quelqu'un, je ne veux pas le citer ici, mais je me pose la question de savoir à quel moment Denis Sassou Nguesso était devenu démocrate. Christian, un démocrate qui reste 40 ans au pouvoir à la tête d'un même parti, est-ce qu'il y a même, ne fût-ce qu'un semblant de démocratie interne au sein du PCT pour qu'il puisse l'expérimenter à l'extérieur? Pourquoi, pendant 40 ans, mais parce qu'ils ont le concept au sein du PCT, ils ont le concept de pouvoir féodal. Le chef est chef jusqu'à la mort. Et ça n'a rien de démocrate. Évidemment, ça n'a rien de démocrate, malheureusement, et quand je le rappelle, parce qu'évidemment, il y a des gens qui commencent à venir nous rabâcher les oreilles pour dire non, à un moment donné, j'ai été avec Sassou Nguesso parce qu'il était, à ce moment-là, j'ai cru en lui parce qu'il était un peu démocrate. Je dis, mon Dieu. Moi, Christian, je n'ai jamais, même quand j'étais membre du PCT, je n'ai jamais un seul instant cru en la sincérité et au caractère démocrate de notre actuel président. Je vous le dis très sincèrement, mais on n'a pas le temps. Non, mais je disais tout à l'heure qu'il est là quand même depuis plus de 40 ans, donc les Congolais l'ont déjà observé sur tous les plans, donc sur tous les angles, ils savent qui est Denis Sassou Nguesso. Voilà, il faut être vraiment quelqu'un qui vit voilà, sur la Lune pour venir dire que Denis Sassou Nguesso est un démocrate. Je suis désolé, mais bon. En tout cas, le temps est presque... voilà, c'est la fin. Mais je vais vous laisser conclure finalement, mais sur cette question des nominations. Voilà, d'abord la création des nouveaux départements en pleine crise, bien sûr, financière, sans égale. Tout le monde est en train de voir ce qui se passe. Et la nomination des préfets. Voilà, le Congo en train de trimer dans la galère, la misère, on nomme quand même voilà des nouveaux préfets et nous savons qu'il faut donc à nouveau des nouvelles lignes budgétaires, ça c'est ce qui est vrai, mais aussi la création de ces. Est-ce qu'on était vraiment c'est une priorité de créer, de morceler, de continuer à morceler le Congo en des départements, à quoi ça ressemble? Et ça sera la fin. Oui, Christian, merci. Effectivement, c'est bien qu'on termine par là parce que ça va me permettre encore de rebondir sur notre appel au rassemblement pour barrer la route à l'imposture et à la manipulation de notre peuple. Alors, vous dites la nomination des préfets qui vient conclure le processus d'abord qui a commencé par la création de nouveaux départements, donc qui va se terminer avec la nomination des nouveaux préfets, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ils ont commencé à changer les chefs des quartiers à l'intérieur et même certainement dans les arrondissements. Après la nomination des préfets, on sait déjà qu'ils vont procéder à la nomination ou au mouvement des maires, certainement pour placer les éléments acquis pour mettre en marche la machine de la fraude pour 2026. Et n'en déplaise à l'animatrice ou l'animateur de la chaîne ADSN. Il faut l'appeler peut-être par un fantôme, parce qu'on ne le connaît pas, en fait. Il n'a même pas signé. Oui, c'est un fantôme, le journaliste ou l'interviewant, celui qui était là, l'internaute fantôme. Et n'en déplaise à celui-là ou celle-là, nous réaffirmons que toutes ces nominations, ces créations, ce morcellement du territoire n'obéit qu'à un seul but, une vision électorale et l'organisation de la fraude a commencé. C'est pourquoi, en même temps, il y a une note du ministre de l'Intérieur qui demande au préfet d'envoyer les listes des personnes décédées pour qu'il révise
la liste électorale. Voilà la base qu'ils vont vouloir utiliser, soi-disant, pour actualiser le corps électoral. C'est faux. Avant ça, le PCT a nommé des commissaires politiques dans tous les départements. Pour faire quoi? Pas pour aller suivre la mise en place, la mise en œuvre du plan de développement. Mais au fait, Jean-Pierre Anyangoy, pardon, pendant que vous parlez, pendant que vous rappelez la nomination des commissaires politiques, c'est quoi la différence entre ces commissaires politiques et les préfets? C'est quoi leur rôle, en fait? Les préfets sont normalement des administrateurs qui sont chargés de gérer, sont les commis de l'État. Les préfets, les maires, les sous-préfets sont des commis de l'État qui devraient être des gens indépendants, neutres, qui devraient être là pour servir. Que vont faire donc les commissaires politiques dans ces mêmes départements? Mais malheureusement, nos préfets aujourd'hui ont la coloration du PCT. Vous ne trouverez pas un seul préfet nommé là qui ne soit pas membre du comité central ou membre du Parti congolais de travail. Donc, et les commissaires politiques sont de droit, normalement, c'est des commissaires, c'est une mission, une fonction politique. Ce sont les commissaires politiques du PCT. Du parti PCT. Les préfets du PCT, les commissaires du PCT. Et les maires et les sous-préfets devraient être les commis de l'État neutres. Mais tous vont travailler pour la même cause. Les uns vont préparer la machine politique de fraude, les autres vont exécuter et veiller à ce que les résultats soient verrouillés et publiés en faveur de leurs candidats. Vous n'imaginez pas Boulou lire des résultats qui donnent Sassou battu. Vous n'imaginez pas le président de la Cour suprême qui est en même temps président de la Commission nationale indépendante lire des résultats qui donnent le président du PCT battu, alors qu'ils sont tous membres du comité central ou membres du bureau politique du PCT. Et voilà qui pose tout le problème d'assister ou non, de participer et c'est ou non pourquoi à cette élection. Nous disons, et dans ce que le rassemblement que nous sommes en train de mettre en place, d'un côté, nous voulons recomposer, refonder l'opposition pour avoir des vrais opposants, pas des opposants du pouvoir, mais des opposants au pouvoir. Ça, c'est une étape. L'autre étape, c'est de poser les conditions, les prérequis pour qu'il y ait une élection transparente, équitable et juste en 2026. Et ces critères, nous les avons déjà définis. C'est en premier lieu la maîtrise du corps électoral, pas à la manière que veut faire le ministre de l'Intérieur, c'est l'application de la biométrie, c'est la relecture et modification de la loi électorale pour incorporer la biométrie comme une disposition légale, la révision des tarifs pour la caution, la participation des Congolais de la diaspora. Ils ont le droit de voter. Pourquoi exclurait-on nos citoyens parce qu'ils sont à l'extérieur d'exprimer leurs droits? Il y a aussi la révision de la composition du comment ils appellent ça? Et la commission électorale de la Commission nationale indépendante qui ne devrait plus être présidée par un tenant du PCT et dominée presque à 90% ou 80% des gens du PCT et 20% de faux opposition, de faux opposants. Mais apparemment, il venait d'être confirmé encore, reconduit le président de la commission électorale. Puisqu'il rend bien, il rend si bien qu'on ne change pas l'équipe qui gagne.
et gagner comment? Mais Bien sûr, une dans la fois que tricherie. toutes ces conditions que vous venez d'énumérer, si ces conditions ne sont pas réunies, quel sera, j'allais dire, voilà, le Ben, comportement de a priori, l'opposition? on ne va pas en guerre, on ne va pas, Christian, en guerre pour dire qu'on va perdre la bataille. On ne va pas en guerre plutôt à une compétition pour dire qu'on va échouer. Mais il faut d'abord se dire, Oui, on mais va quelle sera mener votre cette conduite? bataille. Quelle Il va conduite seul. allez-vous tenir si ces conditions ne sont pas réunies? Bon, bah, si ça entre dans vos Mais stratégies, ça ne on sert le pas. décidera. Évidemment, ça ne On sert le pas de le dire décidera. On en le public. décidera. Voilà, On merci. le décidera. Ça fera l'objet de débats internes. Et voilà donc dans la nomination des préfets, des nouveaux préfets, il y a un aspect qui a retenu tout de même l'attention des Congolais, c'est de voir un certain Monton qu'on a connu tous dans les conditions, vous savez, où vous comprenez pourquoi je suis en train de sourire, ce monsieur qui s'est passé pour un certain Malonga, qui intervenait sur RFI pour dire, ben voilà, il y a l'attaque des terroristes un peu par-ci, par-là, et qui a été, je crois, à un moment donné, voilà, suspendu, quoi, pour avoir tenu des propos, il faut le dire, très malsains d'ailleurs. Et il a été, je crois, nommé quelque part, préfet, voilà. Et jouer dans le département, jouer les finis. Dieu le finit. Bon, Christian, ça ne nous surprend plus. C'est la pratique. Les voleurs ne sont jamais sanctionnés. Et tout ce qui est anti-valeur n'est pas sanctionné. Même quand on sanctionne, on fait semblant. Parce que peut-être à un moment, ça a été un peu criard et on sanctionne, mais on dit, bon, ne t'en fais pas. Après, on va te laisser et tu vas retrouver des avantages, peut-être même plus que ce que tu avais. Le C'est ça le recyclage système. des bandits, Oui, alors, les le brigands. recyclage des bandits, mais c'est un système qui fonctionne avec des bandits, avec des voleurs, avec des tricheurs. C'est ça, le système PCT. Et vous voyez, Okemba, l'ancien maire qui était en prison, libéré, ça a Oui, été la celui-là qui fête. disait que la morgue était une source de revenus pour la mairie de Voilà, Brazzaville. exactement. Tout à l'heure, quand on parlait de la mortalité élevée, j'avais oublié de dire quelque chose là-dessus parce qu'il y en a tellement de points à débattre. Mais je dis, la morgue, c'est devenu, il y a une industrie de la mort qui est florissante au Congo et particulièrement dans les grandes villes. C'est une industrie florissante. Au Congo, l'industrie florissante, c'est la mort, l'industrie de la mort, c'est-à-dire la morgue, les hôpitaux, les, les cimetières et tout ce qui tourne autour de la mort, c'est ce qui est florissant dans ce pays. Après, il y a les brasseries qui empoisonnent la jeunesse pour l'abrutir. Parce que quand un jeune commence à boire 5, 10 bières, après, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce jeune? Donc, on enivre les jeunes et puis on laisse les gens mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Et voilà le Congo, le tableau du Congo. L'industrie florissante, c'est la mort, l'industrie de la mort. Oui, mais Jean-Pierre Anyango, lorsque vous parlez de l'industrie de la mort qui est florissante au Congo-Brazzaville, ça me rappelle l'entretien que je venais d'avoir il y a à peine 3, 4 jours avec un ami, un collègue, qui vit désormais à Londres, qui a perdu son oncle. Voici ce qu'il me dit. Son oncle a fait donc une crise d'AVC. Ils arrivent à l'hôpital, donc le CHU, parle bien du CHU de Brazzaville. Il faut de l'oxygène. Bah alors, ils n'en avaient pas. C'est ce qu'ils ont fait comprendre à la famille. Ils n'avaient pas l'oxygène et qu'il fallait aller chercher ça ailleurs. Ils leur ont conseillé, je ne sais pas, CNCS ou un truc comme ça, une autre clinique pour aller acheter l'oxygène là-bas. Les parents courent. Donc, vous voyez un peu le temps qui est en train de courir parce que l'AVC, c'est un problème de timing. Il faut sauver la personne dans les secondes qui viennent.
Et donc, les parents courent aller chercher, voilà, ils ont pu trouver quand même l'oxygène, ils reviennent. Et voilà, les mêmes infirmiers, je ne sais pas, docteurs ou ceux qui étaient là, le personnel soignant, demandent à cette famille, ben, vous avez acheté l'oxygène, oui, mais nous n'avons pas des masques, c'est-à-dire le dispositif pour, voilà, faire assister la personne, donc assistance respiratoire. Il faut aller chercher encore le masque. Et les parents qui disent, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant pour qu'on ait pris le soin de prendre et l'oxygène et les masques. Donc il faut aller chercher les masques, nous n'en avons pas. Mais le plus scandaleux, c'est qu'au moment où ça discute, un autre agent dit à la famille, bah écoutez, puisque le temps aussi passe, qu'est-ce qu'on fait? La personne est déjà voilà, en pleine crise. Ils leur ont proposé quelque chose, mais franchement, je vais dire de criminel. Et ça se passe à l'hôpital, au CHU. Ils disent à la famille, si vous avez de l'argent, vous payez, on leur a fixé le montant, nous allons déconnecter un malade qui était aussi en pleine assistance respiratoire. Donc, ils vont aller prendre le masque chez un malade qui est en pleine assistance respiratoire pour qu'on vienne sauver leurs parents. Alors, il y a eu un petit temps de silence, les parents ne comprenaient rien de ce qu'il fallait faire. Fallait-il accepter cette proposition? Fallait-il la refuser pour voir son parent mourir? Ils se sont retrouvés devant un dilemme. Si nous acceptons, ça veut dire que celui qu'on va déconnecter là, s'il meurt, c'est notre responsabilité morale. Mais dans le même temps, est-ce qu'on laisse notre parent mourir ou je laisse à chacun de deviner ce qui s'est passé après? C'est affreux ce qui se passe au Congo. Et donc, lorsque vous dites il y a une industrie florissante de la mort au Congo, évidemment, on fait tout pour laisser mourir les Congolais dans les hôpitaux. Et c'est grave, ça se passe au CHU de Brazzaville. Ah oui, Christian, et c'est pas seulement au CHU, ça se passe dans presque tous les hôpitaux de Brazzaville et même de Pointe-Noire. C'est les infirmiers, les aides-soignants, tous sont devenus des commerçants autour de la maladie, autour de la mort. Même pour avoir un corbillard pour aller enterrer votre parent mort, les chauffeurs font l'affaire. Les responsables, il faut aller donner de l'argent pour qu'on vous donne le corbillard en priorité. Et il faut donner l'argent pour que le corbillard reste le temps que vous voulez pour que les gens se recueillent devant votre mort. Vous allez au cimetière, tout est commercialisé. Et c'est pourquoi j'ai dit l'industrie de la mort. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait des hôpitaux, je disais, ça ne sert, c'est pas seulement parce qu'on a monté des murs avec des toitures et mis des carreaux, qu'on dit qu'on a construit un hôpital. Mais c'est tout ce qui va avec pour assurer une prise en charge efficace et en temps réel des patients. Et là, c'est un exemple triste, vraiment triste, triplement triste. Vraiment triplement. J'ai même envie de pleurer. Alors, ce que je vais donc conclure, c'est que ce régime incarné par Denis Sassou Nguesso n'aime les Congolais que lorsqu'ils sont morts, malheureusement. Malheureusement. C'est la fin de cette émission. Merci Jean-Pierre Agnagoy d'avoir donc participé à ce numéro, doit le savoir. Probablement qu'un dernier message, mais vraiment court, parce que finalement, il nous reste quelques... Non, le seul message, il est en deux, mais le même, c'est le renouvellement de l'appel à tous nos collègues, de l'opposition, de la vraie opposition. Nous sommes en train de nous regrouper, de nous connaître, parce qu'on se connaît assez dans ce pays. Maintenant, on aura des critères pour distinguer les vrais des faux. Je vous ai déjà cité quelques faux. Maintenant, l'autre appel, c'est surtout à l'endroit des militants et sympathisants du pape
Nous sommes en train de faire les descentes. Nous avons déjà couvert un certain nombre d'arrondissements. Il reste d'autres que nous allons couvrir d'ici la fin du mois avant d'aller à l'intérieur. Donc, restez motivés. Les structures qui ont été renouvelées ou mises en place doivent garder le flambeau qui a été allumé à l'occasion de ces descentes conduites par le jeune militant combatif Cédric Balou, qui est le président de la commission nationale préparatoire du Congrès, en même temps chargé justement de conduire cette campagne de sensibilisation pour les adhésions en même temps et pour la structuration du parti à la base. Et au terme de ces assemblées, au niveau des arrondissements, nous organiserons une grande assemblée au niveau de Brazzaville, ceci pour être en ordre de bataille aux côtés des autres partis qui vont s'appeler à faire la même chose que nous pour que nous garantissions l'ancrage et la liaison avec le peuple pour que notre message ne soit plus perçu de loin et que nous puissions mobiliser les populations pour barrer la route à l'imposture autour du scrutin de 2026, dont la campagne illégale a déjà été engagée par le PCT. Il faut qu'on l'arrête, ou sinon, nous aussi, nous allons nous jeter dans la campagne. Mais en même temps, nous allons nous jeter surtout dans la bataille pour la création des conditions de l'élection. Au cas contraire, on verra. Merci bien, Jean-Pierre Anyango, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple. Le PAP, ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir encore eu sur notre plateau. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Les vraies choses sont à venir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste au bas de la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Aidez-nous à booster l'algorithme des réseaux que nous utilisons pour vous informer. Dites-nous en commentaire ce que vous pensiez de cette émission. Sur ce... Merci Christian, merci. Oui. Et j'exhorte aussi la population qui nous écoute à prendre le train en marche. Je crois que le message est bien passé.